Alors voilà un tout petit échantillon de nos esclaves des temps modernes. Je peux vous le dire autrement. Grâce à ce facteur de 1 à 200, entre la puissance de nos carcasses et la puissance des machines qu'on a à notre disposition, nous vivons tous comme l'ancienne Rome ou l'ancienne Athènes, où vous savez que vous aviez quelques dizaines ou centaines de milliers de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Donc on nous rebat les oreilles avec la démocratie antique. Enfin, la démocratie antique, c'était un tout petit morceau de la population de l'époque. Et bien là, c'est pareil, les 7 milliards d'individus sont devenus un tout petit morceau de la population, 199 200e de la population étant constituée de machines. C'est nos esclaves à nous, des temps modernes, qui nous permettent d'avoir du temps libre et de la croissance pour la démocratie. Alors revoilà, comme je le disais tout à l'heure, un petit échantillon de nos esclaves des temps modernes, qui en plus ont la très bonne idée par rapport aux esclaves des temps anciens de ne même pas nous faire concurrence sur les surfaces disponibles sur Terre. Car les esclaves des temps anciens devaient manger, sinon vous perdez votre esclave. Et quand il s'agissait des animaux de trait, ils devaient manger aussi. Donc ils nous faisaient concurrence sur le sol. Les esclaves des temps modernes ne nous font même pas concurrence sur le sol, ils nous laissent tout le sol pour nous, puisqu'ils mangent du sous-sol. Ils mangent du charbon, du pétrole, du gaz et de l'uranium, donc ils mangent du sous-sol. Il y en a quelques-uns qui mangent un peu de sol, un peu de biomasse, un peu de chute d'eau, ça il faut mettre des barrages dans les Alpes, un peu de solaire, mais enfin globalement ils mangent du sous-sol. Et ils représentent l'équivalent de 200 personnes, enfin de 200 carcasses additionnelles, on va dire, par terrien en moyenne mondiale. En France, on est plutôt à 600. Je vous le dis autrement, la consommation énergétique annuelle d'un Français est de l'ordre de 60 000 kWh, 50 000 en consommation directe en France, 10 000 à travers les biens importés. Et, dit autrement encore, tous les gens qui sont dans cette salle vivent en moyenne comme s'ils avaient 600 esclaves à leur disposition. Donc la vérité politiquement indicible de ce que je suis en train de vous raconter, c'est que le smicard français vit comme un nabab. Il ne s'en rend pas compte, et en plus il n'est pas content, parce qu'il y a des mieux que smicards qui ont plus que lui. Aujourd'hui, le smicard français vit comme un nabab. Grâce à ces esclaves des temps modernes, il a 40 mètres carrés chauffés toute l'année, il a un carrosse tiré par 60 chevaux dans son garage, il a les jeux du cirque en permanence dans son salon, il a à manger du beefsteak à tous les repas, etc. Enfin, il vit comme un nabab. Voilà. Par rapport à ce qu'était le paysan français d'il y a 2 siècles, qui avait une espérance de vie à la naissance de 25 ans. Pourquoi garder sa vieille voiture pollue moins que d'acheter une neuve? En Suisse et dans les pays occidentaux, l'écologie est régulièrement réduite à une question d'affaires de dépenses d'énergie. On parle beaucoup d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, ce qui veut dire que nos programmes politiques nationaux s'accordent surtout sur ce qui sort des pots d'échappement de voitures, ce qui sort des cheminées de nos maisons et sur le nucléaire depuis Fukushima. C'est ce que j'appelle la première dimension, qui est l'énergie consommée dans le pays, donc les rejets CO2 dans le pays. À partir de là, nous, en tant que citoyens, nous sommes régulièrement invités à changer d'objet pour économiser de l'énergie. Changer de voiture pour consommer moins d'essence, changer d'électroménager pour consommer moins d'électricité. Mais au final, est-ce vraiment une bonne solution ou une bonne idée? Premier constat, développer cette vision, c'est faire fi d'une deuxième dimension qui est l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'un des plus grands vecteurs de pollution. Et pourtant, nos programmes politiques n'en tiennent pas du tout compte. Et ça, c'est grave. L'énergie grise, c'est toute l'énergie que nous, êtres humains, avons besoin pour fabriquer un objet. Que ce soit, parce qu'à chaque fois que nous fabriquons un objet, chaque fois, nous avons besoin d'usines pour le faire. Et ces usines sont fortement axées sur les énergies fossiles, donc rejettent en masse du CO2 dans l'atmosphère. L'énergie grise, on la retrouve aussi lorsque l'on fabrique un pont, un tunnel, une route, une maison, un trou. Même un trou, ça pollue. Parce que pour faire un trou, on a besoin de pelles mécaniques qui sont elles-mêmes bourrées d'énergie grise, parce qu'il a fallu les fabriquer. Et on a besoin de camions qui sont eux-mêmes bourrés d'énergie grise, parce qu'il a fallu les fabriquer. Et surtout, aussi bien la pelle mécanique que le camion ont besoin de pétrole pour fonctionner. Une fois qu'on a fabriqué nos objets et nos routes, alors après, on a toute une panoplie d'objets roulants
que l'on appelle camions, voitures, qui vont transporter ces objets sur ces routes, des objets roulants qui eux-mêmes sont bourrés d'énergie grise parce qu'il a fallu les fabriquer, et des objets roulants qui ont besoin de pétrole pour fonctionner. L'énergie grise, la deuxième dimension, c'est l'énergie consommée dans le monde pour fabriquer tous les objets qui nous entourent au quotidien. Alors, changer d'appareil pour économiser de l'énergie, est-ce une bonne idée? Nos éco-bilans nous le disent, eux qui calculent l'énergie grise. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un éco-bilan, c'est une estimation. Et plus un objet est complexe, plus l'estimation est approximative, voire grossière. D'où la question, est-ce que ces chiffres approximatifs peuvent vraiment nous donner la bonne direction à suivre? Prenons un objet complexe, la voiture. Combien de pièces dans une voiture? Combien de pièces? Eh bien, une voiture, c'est en moyenne 180 000 composants. Mais attention, ce ne sont que les composants. Pour avoir le nombre de pièces, il s'agit de faire x2 à x4 selon le composant. Donc une voiture, ce sont des centaines de milliers de pièces. Imaginez le nombre de kilomètres qu'ont parcouru ces pièces à travers le monde pour être réunies en un seul endroit, un seul lieu, pour constituer la voiture. Imaginez dès lors le nombre de kilomètres qu'une voiture a déjà parcouru avant même d'être voiture. C'est phénoménal. Une voiture, c'est en moyenne plus de 2 km de câbles électriques. Prochaine fois que vous allez vous promener et que vous faites une marche de 2 km, imaginez-vous que la distance que vous avez parcourue équivaut à la longueur des câbles que vous avez dans votre voiture. C'est phénoménal. On comprend qu'un éco-bilan, pas facile d'avoir des chiffres qui soient vraiment précis. C'est tout à fait normal, ces estimations. Mais est-ce que ces estimations sont suffisantes pour nous éclairer sur la bonne voie à suivre? Bon, admettons. Moi, je vous propose chaque fois que nous, êtres humains, nous fabriquons un objet, à chaque fois, nous pégerons la vie quelque part sur Terre. Et plus nous fabriquons d'objets, plus nous pégerons la vie quelque part sur Terre. Pour illustrer ces propos, je vous propose de partir voyager, de sortir de nos frontières helvétiques, pour voir qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer un objet. Première étape, déforestation. Pour atteindre la matière première dont on a besoin pour constituer l'objet, on va commencer par éradiquer la vie à la surface de la Terre. Éradiquer la vie végétale, éradiquer la vie animale et toute la microbiotique des sols. Une fois que cette première étape d'éradication de la vie à la surface de la Terre a eu lieu, on peut passer à l'extraction. Et l'extraction, vous allez voir, les trous sont grands, sont énormes. Et pour faire des trous énormes, on a besoin de machines énormes. Voilà une foreuse à charbon. Vous voyez, au pied de cette machine, vous avez des voitures. Imaginez l'hauteur de cette machine. C'est phénoménal. C'est 95 mètres de hauteur, 225 mètres de long. Waouh! Imaginez-vous la quantité d'énergie grise qui a été nécessaire pour fabriquer un engin d'acier aussi grand que celui-là. Imaginez-vous la déforestation et la pollution chimique qui a été nécessaire pour aller tirer l'acier de la Terre. Énorme. À votre gauche, vous avez un trax. Et au-dessus de ce trax, vous avez une roue. Cette roue d'acier, c'est ce qui va creuser la Terre. Cette roue d'acier, elle fait 21 mètres de hauteur. Ça équivaut à un immeuble de 7 étages. Or, imaginez-vous la force qu'il faut pour mettre en mouvement une roue d'acier équivalent à un immeuble de 7 étages, mais non seulement la mettre en route et la faire en mouvement, mais en plus creuser le sol. C'est énormément d'énergie. Un trou, ça pollue énormément. Prochaine fois que vous rencontrez un trou, pensez-y. Bonsoir. Donc, nous allons parler un petit peu de l'état du monde. Donc, je vous fais d'ores et déjà mes excuses. Ça ne va pas être très drôle, ça ne va pas être très gai. Mais il y aura quand même, j'espère, quelques épiphanies d'histoire, sans quoi notre rencontre d'histoire et d'espoir n'aurait effectivement pas grand sens. Alors, je vous propose, pour entamer ce petit cheminement, que nous commencions par regarder tous azimuts, voilà, de façon volontairement un peu erratique, que nous essayons d'esquisser quelques éléments de réel à partir des données dont nous pouvons aujourd'hui commencer à jouir de façon scientifiquement fiable.
Pour résumer la situation, je dirais que mes collègues, éminemment plus compétents que moi dans le domaine, les climatologues, les biologistes, les spécialistes de la pollution, des écosystèmes, les éthologues, essentiellement tous ceux que je connais, sont littéralement désespérés. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment le dire, ils ne comprennent pas pourquoi rien ne se passe alors que nous faisons face aux plus grands défis de notre histoire. Récemment, une méta-analyse a été entreprise sur 13 000 articles publiés de biologie de la conservation et la conclusion est sans appel, la vie est en chute libre dans à peu près tous les secteurs. Nous faisons donc en réalité face à une extinction massive, et je dirais même qu'extinction massive, c'est encore un peu édulcoré, j'appellerais ça une extermination massive, puisque la cause, bien sûr, en est parfaitement connue. Donc quelques chiffres simplement pour situer l'ampleur du désastre. En 40 ans, on estime que 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe, que 60% des populations d'animaux sauvages se sont éteintes, que 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. Bon, ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, hein, c'est simplement parce que l'étude a été faite là-bas, et que les grandes espèces de poissons d'eau douce ont décliné de 88%. Vraisemblablement, suivant les derniers rapports d'experts, 1 million d'espèces sont menacées à court terme. À l'échelle globale, il est vraisemblable que la pollution tue aujourd'hui 3 fois plus que le sida. 1 000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année, dans des conditions d'ailleurs assez épouvantables, et les navires de pêche industriels parcourent 35 000 fois le diamètre de la Terre tous les ans, en rejetant au passage quelques 19 milliards de kilowattheures sous forme en particulier de particules relativement polluantes, de particules qui sont parfois plus graves du point de vue des effets sur la santé humaine que le CO2. Alors ce qui glace un peu, c'est que nous autres, les êtres humains, nous représentons environ 0,01% des vivants, mais que nous sommes à l'origine d'environ 85% des morts depuis le début de la civilisation. Ce n'est pas, me semble-t-il, un podium particulièrement enviable. Dans mon pays, pas si lointain, la France, nous perdons environ 3 départements d'espace vierge, d'espace relativement vierge, tous les 10 ans. Bon, comme vous le savez, il n'y a pas 5000 départements en France. Donc à ce rythme-là, ça ne va pas durer très longtemps. La probabilité que le réchauffement, indéniable, ne soit pas d'origine anthropique, c'est-à-dire ne soit pas due à l'activité humaine, a été récemment élaborée par un consortium à la fois de climatologues et de statisticiens, et la réponse est que la probabilité donc que nous ne soyons pas la cause de ce réchauffement est inférieure à 0,0005%. Si l'on veut parier notre avenir sur cette éventualité, le moins qu'on puisse dire est que c'est un pari risqué. Alors, la part de l'humanité qui va être dans les années à venir, et disons en l'occurrence à la fin du siècle, soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours par an, s'élèvera à 74% de la population humaine. Eu égard à ce type d'évolution, l'ONU estime qu'il y aura entre 200 et 600 millions de réfugiés climatiques à échelle de 30 ans. 30 ans, vous avez remarqué, avant on parlait de nos petits-enfants, maintenant on parle de nos enfants, et là on est même en train de commencer à parler de nous-mêmes. Parce que dans 30 ans, vraisemblablement, un grand nombre des gens présents dans cette salle seront toujours debout. Et c'est effectivement de ce que nous allons vivre qu'il est maintenant question. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême, incluant certains pays d'Europe, et on estime que dans quelques années, 25% de la population mondiale manquera d'eau. L'ONU, pourtant si mesurée habituellement dans ses propos, estime que nous sommes dans une situation de menace existentielle directe. Bon, je reprends quelques secondes ma casquette de physicien. Le système planète Terre est hautement non linéaire. Non linéaire, ça signifie qu'il y a des paliers. Et quand on passe ces paliers, les retours en arrière sont pratiquement impossibles aux échelles de temps qui sont signifiantes pour l'humanité. Et nous sommes en train de passer un de ces paliers fondamentaux. Pour le dire là encore,
de manière physique, une croissance exponentielle n'est pas durablement possible dans un monde fini. Dans mon domaine, on appelle ça une instabilité. Une instabilité, ça signifie que le système va cracher et qu'il va cracher rapidement. C'est quelquefois le temps de doublement, quelquefois le temps de doublement, vu l'exploitation actuelle des ressources, ça correspond à une trentaine d'années. Et donc vous voyez que l'estimation du temps de crash, que ce soit par les physiciens ou par les climatologues, est effectivement à peu près la même. Alors, pour couronner le tout, on découvre que le dégel du permafrost est beaucoup plus rapide que prévu, environ 50 fois plus rapide que prévu. Il libère du méthane, qui est 20 fois plus nocif que le CO2 du point de vue des effets de gaz à effet de serre. Et en parallèle, la pollution ne cesse de croître. L'océan de plastique fait aujourd'hui 3 fois la taille de la France, et malgré tous les effets d'annonce, sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Chaque année, on perd 80 000 km² de forêt. Il ne reste plus qu'environ 46% des arbres qui existaient avant le début de l'agriculture. Et les forêts primaires vont, dans la décennie à venir, s'éteindre du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. La fonte des glaciers va donner trop d'eau douce, beaucoup trop d'eau douce, et puis ensuite beaucoup trop peu, à environ 2 milliards de personnes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les glaciers et le permafrost semblent contenir environ 800 000 tonnes de mercure qui vont se trouver déversées dans les eaux qui étaient jusqu'alors potables. Vous avez vu que cet été, environ 3 millions d'hectares de forêts sibériennes sont partis en fumée, émettant autant de CO2 que la Belgique pendant une année. Et pratiquement simultanément, 11 milliards de tonnes de glace fondaient au Groenland en une seule journée. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT qui anticipait sur cet état de fait qui est aujourd'hui avéré, déclarait récemment que c'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte. Environ 40% de l'alimentation mondiale est gaspillée. Par ailleurs, la Russie vient de mettre au point la première centrale nucléaire flottante de façon à forer plus profondément dans les terres reculées de l'Arctique. Et chaque année, il y a environ 89 millions d'êtres humains supplémentaires à nourrir. Voilà où nous en sommes.